Bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire consacré à la restitution d'un sondage que nous avions fait fin avril sur l'évolution des pratiques Lean post-crise. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous présenter ces résultats. Donc, pour ma part, je suis Carlos Cardozo, le fondateur d'Happy Lean, et donc j'ai le plaisir d'animer cette restitution avec 5 Happy Leaners experts en Lean également. On avait en effet fait un sondage sur la deuxième quinzaine du mois d'avril concernant les pratiques Lean et est-ce que ça allait bouger un certain nombre de choses chez les industriels et pas que d'ailleurs. On avait aussi, lors de la première restitution, des gens de services, d'assurance, de mutuelles et autres. Et donc, on s'était dit que cette première restitution avait été réservée exclusivement aux gens qui avaient répondu à ce sondage-là, qui étaient essentiellement des industriels et quelques boîtes d'IT et d'assurance, comme je le disais tout à l'heure. Et on s'était dit qu'en effet, ça serait quand même intéressant de l'ouvrir, cette restitution, aussi à d'autres participants, d'autres personnes qui souhaitaient avoir les résultats. Alors, juste en quelques chiffres, peut-être, avant de commencer ce sondage, Happy Lean est un cabinet de conseil donc, sur de l'excellence opérationnelle, sur aussi toute la partie soft skills, menée avec Valérie Bezombre, là, qui nous écoute justement. Et puis toute cette partie digital training qui est très active ces dernières semaines aussi, sur la construction de parcours complètement distanciels ou mixtes entre présentiel et à distance. Donc, il y a une douzaine d'Happy Leaners aujourd'hui et on intervient un peu partout en France, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, au Portugal, essentiellement en Europe. Alors, pour mener ce sondage, nous l'avons fait avec les experts Lean parmi l'ensemble des Happy Leaners. Donc, Ronan Pinsec, qui est avec nous aussi, a participé à la construction et à l'exploitation des données, ainsi qu'Alain Chaillet, Tanguy Boyaval, Nathalie Devedeau et Eric Novak. Rebonjour à tous et d'avance, merci à eux 5 pour l'exploitation et la construction de ce sondage. Alors, comment on a constitué et fait ce sondage? On a envoyé tout d'abord un questionnaire via Klaxoon à 350 personnes. Et ces personnes, on l'avait vraiment ciblé des patrons Lean Corporate. D'ailleurs, il y a des personnes du club Lean France que je co-anime maintenant depuis 8 ans et qui ont participé à ce sondage. Donc, ils sont environ une trentaine. Il y a bien sûr des DG, des directeurs d'usine, des Lean managers. Voilà. Sur ces 350 personnes à qui nous avons envoyé l'enquête, nous avons eu 107 résultats et 115 verbatim autour des 16 questions que justement on a mis dans ce sondage-là. Et donc, suite à ça, on a fait en effet une restitution qu'on a appelée un peu officielle le 30 avril dernier, où on a réuni une cinquantaine de personnes et à qui donc on a fait la restitution des chiffres. Suite à ça, bien sûr, on a rendu public ce sondage et il est aujourd'hui disponible donc sur le site d'Happy Lean. La première question, c'est une question autour de la remise en cause de la stratégie Lean. Cette question, elle est simple, c'est finalement, est-ce que cette crise sanitaire et économique qu'on est en train de vivre là, qui en a en train de fait changer beaucoup de choses, beaucoup de remises en question, est-ce que ça va aussi remettre en question la stratégie Lean, les pratiques Lean? Et là, quand on regarde les chiffres, c'est assez partagé finalement. On a quand même la moitié qui dit non, ça ne va rien changer sur notre stratégie Lean. Mais on a l'autre moitié qui se pose quand même des questions, soit c'est trop tôt, soit carrément, oui, ça va remettre en cause toute notre stratégie Lean. Donc, la première question que j'aimerais peut-être poser aussi aux industriels qui nous écoutent, et pas qu'aux industriels d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui fait que la moitié se pose des questions, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui se la posent, cette question sur cette remise en cause, et si oui, pourquoi? Qui veut intervenir? Oui, bonjour Carlos, bonjour à tous. Maxime de chez Safran. Oui. Je vais essayer de répondre à la question, ou en tout cas donner Ouais, ou ton avis, ouais, tout simplement. mon Ouais. point de vue. Est-ce que ça va remettre en cause notre stratégie dans l'unité dans laquelle je suis actuellement? Pas tout à fait. Par contre, ça pose effectivement des questions sur les investissements. Il est évident que tout chantier qu'on mène au cours de l'année nécessite parfois quelques achats ou quelques investissements de moyens. Bon, ça, c'est des questions aujourd'hui où il est encore un peu tôt pour le répondre, mais nul doute qu'effectivement, on va avoir des restrictions à ce niveau-là. Par contre, tout ce qui va être la stratégie pure et le déploiement pur de la formation et l'accompagnement de nos collaborateurs, a priori, ça ne changera rien sur notre Voilà. manière, sur notre façon de procéder.
cette question des CAPEX ou des investissements, en effet, on en reparlera aussi tout à l'heure sur la partie industrie du futur, industrie 4.0. Ça va être en effet un élément hyper important ces prochains jours, puisqu'il y a quand même des réductions de coûts qui s'annoncent un peu partout. Donc, je partage, Maxime, en effet, le côté oui, ça va continuer sur les pratiques, mais dès qu'on va demander un peu de sous, ça va être un peu limité. Très bien. Merci beaucoup, Maxime, pour l'intervention. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer par rapport à ces résultats? Est-ce que ça vous surprend ou pas? Cette envie-là. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a ces aspects économiques qui vont jouer dans tous les domaines de l'entreprise. Mais effectivement, la question, elle était derrière dans l'esprit. Et voilà, c'est dans l'esprit la question, est-ce que ça remet en cause l'état d'esprit, la philosophie Lean? À mon avis, dans une entreprise qui est bien engagée dans cet esprit-là, la crise ne devrait pas modifier les choses. Donc, c'était un petit peu alors c'est un peu la question que je reprends. OK sur les aspects économiques, mais dans l'esprit, est-ce que vous pensez qu'il y a du changement ou pas? Une autre question qu'on vous a posée, décidément, c'est qu'est-ce qu'elle vous enseigne sur la pratique du Lean? D'accord, cette crise, c'est est-ce que ça remet en cause un certain nombre de choses, mais quoi concrètement? Ce que l'on voit en effet, c'est que ça vous a surtout, pour 67%, fait poser des questions sur l'importance d'avoir des standards agiles, des standards qu'on peut adapter très rapidement. On le voit aujourd'hui avec des activités très variables dans les usines qui démarrent. Il y en a qui sont en pleine capacité, d'autres qui sont à moitié, d'autres qui sont vraiment à 10-15%. Et on voit que ces engagements aujourd'hui qu'il faut faire sur le terrain vont beaucoup bouger. On voit aussi que les commandes sont hyper variables. J'ai des patrons d'usines régulièrement qui me disent que les EDI en ce moment bougent tous les jours et que ça va d'un pic à l'autre, on va dire. Et donc, le fait d'avoir demain des standards agiles qu'on peut adapter très rapidement et donc des postes qu'on peut réengager, passer de 1 à 2, de 2 à 3, etc., c'est en effet quelque chose qui sera super important dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc, cette notion de standard agile va prendre en effet beaucoup de place. D'avoir aussi des équipes autonomes, davantage autonomes, c'est un sujet qui est très important et qui est ressorti aussi du sondage. Nous, personnellement, on croit en effet que d'avoir des équipes autonomes, ça facilite aussi le fait d'avoir des standards agiles, puisque finalement, si on a une équipe autonome qui est capable d'écrire ses propres standards, de se former aussi entre eux, de résoudre eux-mêmes leurs propres problèmes, de gérer leur polyvalence, ça va être un atout et une force pour les prochaines semaines. D'accord. Et malheureusement, ces équipes autonomes, on ne les retrouve pas encore dans toutes les industries. Bien sûr, il y a quand même une vraie question. 43% estiment qu'il y a les pratiques Lean à distance qui vont être de plus en plus importantes. Et là, on a aussi des clients qui commencent à se poser des questions sur comment mener certains chantiers Lean à distance. Est-ce que c'est possible? Donc oui, c'est possible, on peut faire des choses. C'est sûr que le Gemba, c'est quand même la base du Lean et le Gemba, c'est le terrain. Donc, on ne peut pas tout faire à distance, mais il y a des choses qui peuvent être faites et notamment, par exemple, il y a pas mal de choses même autour de VSM ou de certains outils qui peuvent être faits à distance puisqu'on l'a testé et ça fonctionne plutôt bien. Bon, après, il y a d'autres réflexions sur les stocks, sur les compétences, mais voilà, ce qui ressort vraiment, c'est les standards, avoir des équipes autonomes et puis développer peut-être aussi ces pratiques Lean à distance. Carlos, ouais. Quand on dit développer des pratiques Lean à distance, est-ce que tu penses plutôt que ce que tu as réussi à faire ou qu'on est certain avoir essayé de faire, c'est plutôt apporter une continuité de service, mais pas démarrer vraiment de nouveaux chantiers? Alors, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ce qu'on a vécu en effet pendant ces 2 mois où bien sûr tout ce qui était présentiel était un peu arrêté. Il y en a bien sûr qui ont voulu continuer à faire certaines choses. D'accord. Et donc là, on a poursuivi à distance. Mais pour d'autres, ça peut être des démarrages. Par exemple, je pense à des VSM, par exemple. On peut dire, tiens, est-ce qu'on peut démarrer une VSM à distance? Oui, s'il y a des gens qui sont dans l'usine et d'autres qui ne le sont pas, on peut utiliser des outils collaboratifs à distance qui permettent à ceux qui sont dans l'usine, à un moment donné, d'aller sur le terrain, de récolter un certain nombre d'informations et puis de revenir dans cette salle virtuelle qui permet de mettre et de partager des données.
Donc, il y a des outils que l'on peut pratiquer à distance. Il y en a d'autres, ça va être plus compliqué, c'est sûr. Ouais, il te faut un bon caméraman, quoi. Ouais, voilà. Mais là, Mais bon, on a des réflexions, par exemple. On a un client d'Apiline qui nous pose des questions sur des transferts de production, d'accord, et qui nous disent, voilà, je ne peux pas aller dans le pays, d'accord, je dois transférer la production. Comment je fais pour former mes opérateurs, sachant que l'opérateur qui sait faire, il est à 5000 km et il ne pourra pas venir non plus. Donc là, on va travailler sur le développement d'outils de formation à distance, d'accord, avec des créations de parcours pour que les opérateurs français puissent en effet reproduire et assurer ce transfert de production. Est-ce qu'il y en a qui ont pratiqué justement pendant ces 2 mois des pratiques lignes à distance qu'ils aimeraient partager ici? Alors Carlos, moi je suis très intéressée par ça justement, donc Magali Schmidt Group, Oui. puisque au moment du confinement justement j'étais en plein déploiement du QRQC sur notre site de Bergheim et je me suis retrouvée arrêtée et aujourd'hui c'est vrai que je réfléchis vraiment à ça, à comment reprendre cette activité QRQC avec eux, sachant qu'eux sont sur le terrain et moi en télétravail. Oui, il y a des solutions qui existent et qui permettent d'accompagner en distanciel. Alors, soit de participer aussi à la réunion QRQC à distance, hein. Ça aussi c'est possible. Oui, Tu peux tout aussi à faire fait. Ouais. à distance. Donc, il suffit juste que quelqu'un active son PC et que tu participes finalement comme ce que certains font quand ils sont en visioconférence, ne serait-ce que dans une salle, aussi dans une usine avec plein d'autres pays. Ils peuvent poser leur PC dans un coin de la table et que toi, tu participes en tant que lectrice. J'ai un client, on le pratique comme ça. Et donc, après, tu peux faire aussi du coaching à distance en disant, voilà, j'ai bien écouté votre réunion QRQC, ça c'était bien, ça c'était bien. Par contre, attention, là, il s'est passé ci, s'est passé ça. Par rapport à la résolution de problèmes que vous avez montré, vous pourriez peut-être améliorer ci ou améliorer ça. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables et possibles. sans doute un peu plus de préparation en amont. C'est par exemple le cas quand on intervient, nous, à l'étranger, où il y a la barrière de la langue. Bon, forcément, prendre un peu les devants avant la réunion, savoir de quoi on va parler, avoir éventuellement le format qui va être présenté en amont, de manière à s'en imprégner. Moi, je pense aussi que c'est envisageable de faire du QRQC à distance. Évidemment, ça ne remplacera pas à 100%. Mais c'est toujours mieux que de laisser une équipe qui finalement ne maîtrise pas l'outil et qui à la fin sera moins efficiente toute seule. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question qu'on vous a posée, puis après je vais passer la parole à Nathalie justement, c'est est-ce que cette maîtrise du lean allait vous permettre de redémarrer plus vite? Donc là, la réponse est un peu sans appel, 70% oui. Il y a encore 30% de linosceptiques, on va appeler ça comme ça. Ce qui est sûr, en effet, dans toutes les vidéos qui ont circulé sur les redémarrages, un des outils que l'on voit très, très fortement mis en place, c'est le management visuel. Moi, j'en parlais hier avec un DG dans la pharma. Ceux qui maîtrisaient parfaitement le management visuel et le 5S, alors là, c'était du petit lait pour eux. On retrouve en effet du management visuel partout pour les respects des distances, etc. etc. Donc voilà, ça, c'est en effet des choses qui ont permis de redémarrer plus vite. Et puis, bien sûr, aussi la force de ceux qui maîtrisaient bien la standardisation des postes de travail et qui ont dû réengager des postes de manière assez forte et assez violente. Là aussi, ça permet de gagner beaucoup de temps. Alors, la question, je dirais presque centrale, c'était, et puis je vais passer la parole à Nathalie, c'est est-ce qu'il y aura une autre manière finalement de conduire le lean demain? Et donc, Nathalie, les résultats sont partagés. Sont partagés, oui. Finalement, on a 55% de personnes qui nous disent oui et puis d'autres non. Alors, est-ce que c'est un non parce que finalement, on est un peu dans cette période d'incertitude, notamment en termes d'activité, donc peut-être que les gens ont un peu du mal à se projeter. Voilà. Bon. Un commentaire qui est ressorti des verbatims, c'était de dire attention, le lean, c'est quand même pas une collection d'outils qu'on applique à court terme pour simplement avoir un retour sur investissement immédiat. C'est aussi une politique de long terme. Alors, c'est vrai que c'est facile à dire, ça va peut-être être un peu plus compliqué ces temps-ci, parce que là, on a ces jours-ci, en particulier ces jours-ci, on s'aperçoit que notre industrie en France va être sacrément chahutée.
Donc, pour en revenir à ce que disait la personne de Safran, effectivement, tout ce qui va avoir attrait à des investissements, bon, ça, pour l'instant, on ne sait pas répondre, mais il est fort à parier qu'on va pouvoir faire du pratico-pratique sans engagement financier. Et ça, il y a de fortes chances qu'on continue. Le reste, ça va être un autre débat. Alors après, on a posé des questions très précises sur en quoi effectivement nos pratiques lean risqueraient d'être impactées. Bon, dans une très large proportion, on a reparlé effectivement des gestes barrières pendant les chantiers. Alors, ça, je pense que c'est aussi l'urgence du moment. Évidemment, c'était de relancer l'activité et surtout de protéger les salariés. Donc, forcément, c'est quelque chose qui revient et qui est fortement ancré dans les têtes. Bon, même si effectivement, dans les pratiques, dans les chantiers lignes, ce sera du ponctuel. Donc, il faudra aussi l'inclure dans ce genre d'événements ponctuels. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand même, on se dit qu'il va falloir se recentrer sur l'humain, sur utiliser davantage nos ressources que sont les hommes. Donc, on le retrouve dans impliquer davantage le management et dans former davantage. Donc là, on voit bien la nécessité et ça recoupe ce que tout à l'heure Carlos disait, avoir des standards agiles et si possible avec des équipes autonomes qui sont capables elles-mêmes de les écrire. Être capable de passer d'un COEF 1, 2 à 3 d'activités. Par contre, il y a quelque chose où peut-être on pourrait échanger avec vous sur prioriser de nouveaux outils à développer. Alors, qu'est-ce que vous pensiez là? Parce que ça arrive quand même en deuxième position. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ça? Est-ce qu'il y a des besoins qu'on sent, mais que finalement, on ne sait pas exactement s'il faudrait créer de nouveaux outils ou est-ce que c'est plutôt déployer des outils qu'on connaît déjà, mais de manière différente? Là, on ne savait pas trop comment interpréter cette question-là. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? C'est quoi les nouveaux outils que vous avez priorisés éventuellement? Bonjour, Bonjour. Messoud donc, de Renault. Ouais. Donc, pour ma part, ce serait, quand on parle de présenter de nouveaux outils, ce serait plutôt peut-être faire un focus sur justement ce que vous disiez, hein, les outils standards. C'est clair qu'on est d'une part pour les déplacements, que ce soit pour la partie Gemba, est assez limité. L'activité n'a pas démarré à 100%. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être prioriser justement cette standardisation ou cette forme de coaching pour le développement donc des outils et la maîtrise de ce qui est déjà connu. D'accord. Tout ce qui va tourner autour de la standardisation. Oui. Et la formation, justement. La formation associée. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Oui, donc c'est plus des nouveaux outils, des outils qui existent déjà, mais sur lesquels l'entreprise ne s'était pas forcément totalement investie. C'est ça qu'on comprend dans nouveaux outils. Oui, voilà, pour ma part, c'est ce que je vois, parce qu'on est quand même limité dans l'immédiat pour les parties, pour tout ce qui est activité Gemba, ne serait-ce que pour se rendre sur site. Et donc, je pense qu'il faut voir les choses autrement et faire au mieux, justement, en développant ce type de démarche qui pourrait être fait aussi à distance, comme le coaching, sur la standardisation, l'écriture des standards, voilà, ce type d'outils. D'accord. Plus basique, j'ai envie de dire. Ce qui, à ce moment-là, est logique avec la réponse, impliquer davantage le management et aussi en profiter pour former davantage les équipes. Exactement, oui. Ouais, donc en fait, il y a quand même des gens qui sont sur site, donc c'est aussi profiter de leur relais et d'attaquer, j'ai envie de dire, sous cet angle. Sur la partie standardisation, je peux témoigner d'un accompagnement qu'on a fait d'un client, en effet, à distance. C'est-à-dire qu'on a utilisé, j'avais en face dans une salle 4-5 personnes qui étaient sur site et on a expliqué la standardisation. Alors, chez Renault, on appelle ça les fosses. Et les gens ensuite allaient sur le terrain, filmaient avec WhatsApp. Donc, on avait une petite communauté WhatsApp en même temps. Et donc, les gens filmaient les posts. Après leur avoir expliqué comment rédiger un standard, ils ont rédigé les standards. Ils revenaient en plénière, ils me présentaient la vidéo, ils me présentaient le standard et on faisait comme ça du challenging. Petit à petit, ils allaient, ils retournaient, ils remodifiaient le standard et ainsi de suite. Et puis, ils formaient l'opérateur. Donc, on arrivait quand même à faire des choses. Est-ce que c'est parfait? Non.
Mais Oui, comme disait Nathalie tout à l'heure, c'est mieux que 0% et de rien faire. Je dirais exactement. qu'à Voilà. 70-80%, ça peut faire le taf quand même. Mm, mm. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont expérimenté des choses ou testé des choses pendant cette période à distance? Oui, Carlos, allô? Oui, 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 Patricia. Carlos. Bon, c'est Patricia Renaud. Bon, à mon avis, je n'ai pas essayé, on n'est pas essayé, on va dire, mais je suis d'accord qu'en ce moment, on n'est pas l'intérêt de développer les nouveaux outils, on va dire, mais c'est d'adapter les outils qu'il y a existants à nouvelles situations avec les mesures sanitaires, les gestes barrières qu'il faut respecter. Donc, c'est ça ma vision du sujet. Et aussi, cette partie que tu as expliqué, comment on peut démarrer les choses, n'est pas présentiel, mais à distance, que nous sommes en train de regarder comment on va faire. C'est ça notre priorisation en termes de la démarche du Lean. C'est plutôt, donc, plutôt de transformer des outils existants et y mettre plus de distanciel, en fait. Pour dire, Exactement, voilà, c'est ça. plutôt que de ne rien faire, autant faire quand même des choses à distance et faire avancer quand même la démarche. Oui, et adapter en fonction du nouveau scénario, on va dire. Très bien. C'est ça, Merci, exactement. Patricia. Et merci Mesout aussi pour votre intervention. Donc la formation et le management aussi, Nathalie, en effet, sont toujours présents. Et en effet, c'est la vraie tendance que l'on a en ce moment avec ce mode de télétravail collaboratif. On fait beaucoup de sessions avec Valérie, là, justement, sur la formation de managers à distance pour qu'ils apprennent à mobiliser leurs équipes à distance. C'est une autre pratique managériale. Et on sent que ces pratiques-là, les pratiques de management vont changer aussi. Elles peuvent changer. Elles vont être touchées en tout cas. Alors, une autre question peut-être, Nathalie, qu'on avait posée un peu dans la continuité, c'était quel domaine allait être le plus impacté demain? Donc là, sans trop de surprise, on se retrouve effectivement avec dans le top 3 tout ce qui a trait d'abord à la sécurité du personnel. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. Je crois que ça s'est parfaitement ancré dans l'industrie. Ensuite, on parle de standards, formation de collaborateurs, et puis la fameuse gestion des routines, et puis le management avec effectivement des managers qui doivent se reposer des questions sur leur rôle, d'autant plus quand ils sont à distance. C'est-à-dire, effectivement, si on se trouve à distance, il va falloir peut-être apprendre à faire plus confiance aux équipes, et puis soi-même apprendre à se poser un petit peu plus de questions, même si effectivement, on sait que d'être sur le terrain, ça permet de capter d'autres signaux. Mais bon, on espère que la période n'est que provisoire. Par contre, et ça, ce n'est pas une nouveauté, là, on recoupe le fait que les équipements, finalement, ça intervient à la fin du classement. Bon, je crois que quand vous avez répondu que on a 2/3 des personnes qui, au mieux, tournent autour de 50% d'activité. Si on résume, on est entre 25 et 75, donc on va dire qu'on est sans doute autour de 50%. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, les équipements, ça ne va pas être le problème. Il y a du capacitaire. Quelques cas particuliers de maintenance qui doivent être faits absolument pendant les travaux, pendant les périodes d'été de fermeture, pour autant que les usines ferment. Là, pour l'instant, je pense qu'on ne sait pas trop, que vous ne savez pas trop où vous allez. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est en effet, on revient à des basiques, l'ergonomie, la sécurité, les standards, les routines, beaucoup de fondamentaux qui reviennent. Et alors, ce qui nous a surpris aussi, pour faire le lien avec la question suivante, c'est le Shinkanri, finalement, le déploiement de politique qui pourrait être une approche très importante en ce moment, puisque permettrait de bouger le gouvernail de l'entreprise de manière assez brutale. Et finalement, ça arrive assez bas dans le classement, Ronan. Ah oui, oui, c'est assez étonnant, mais c'est ainsi. Alors, on le voit par déjà la faible, enfin de ceux qui ont répondu, la faible pratique du Oshinkanri. Il y a quand même 37% des sondés qui disent ne pas l'utiliser. Alors, utilisent-ils autre chose? De quelle manière? Enfin bon, on sait bien que le déploiement des objectifs est quand même un peu effectivement le gouvernail qui permet de caler tout le monde sur les mêmes objectifs et chacun prenant sa part dans le déploiement.
Et pour la majorité le Ocean Connery, par contre, oui, pour la majorité, servira bien ce fameux gouvernail pour, voilà, par rapport à la situation, eh ben, on s'adapte rapidement à ces nouveaux objectifs, ces nouveaux enjeux. Alors aujourd'hui, est-ce que on est un petit peu au milieu du gué, hein, on ne sait pas véritablement quels vont être les comportements des clients, les consommations des clients. Est-ce que le marché va reprendre lentement, rapidement ou vraiment de façon chaotique, erratique? Plusieurs entreprises, enfin de ma connaissance, sont assez dans le flou en fait artistique. Et même si on veut refaire un déploiement d'objectifs, on ne sait pas très très bien finalement, peut-être, hein, ce qui explique peut-être un peu les réponses de ce sondage, c'est que oui, on aimerait bien, mais quoi mettre dedans? C'est peut-être une problématique une question qu'on pourrait poser eh bien, ce matin, en se disant, mais est-ce qu'on a les éléments pour effectivement changer la direction du gouvernail? Dans l'immédiat, pardon, Messoud qui parle. Dans l'immédiat, non, j'ai pas reçu. Je pense ou j'espère que c'est en cours. Donc après, c'est un peu plus high level que mon niveau. On attend toujours certaines directives. Mais oui, après, la question c'est est-ce qu'il est trop tard ou trop tôt? Je ne saurais pas répondre dans l'immédiat. Ouais. Mais il est évident que ça va être un outil qu'il faudrait prioriser. Idéalement, pourquoi pas prévoir un scénario critique, worst case, et un scénario optimum, et puis viser entre les deux, je ne sais pas. Après, merci Messoud, il y a aussi cette gestion des priorités, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la priorité de toutes les usines, c'est le redémarrage. Et c'est bien redémarrer, bien mettre en sécurité les opérateurs. Et finalement, peut-être que c'est un peu tôt encore pour se dire quelle stratégie on va se refixer. Déjà sur les volumes, tout ça, c'est impossible. Mais peut-être sur les processus, voilà, tout est décalé de 2 mois. C'est un peu la réflexion que je me suis fait. C'est peut-être un peu trop tôt. C'est la peut-être question. Je ne sais pas si certains partagent ou pas. Oui, Maxime, chez Safran. Effectivement, nous, les nouveaux objectifs financiers, on va dire, ont déjà commencé à être déclinés. Dans mon unité, le déclinement en tout cas de la vision et de la politique va être mis à jour à partir de la semaine prochaine. Donc, c'est un exercice qu'on va se faire entre l'équipe managériale. Évidemment, avec les inconnus et les variables qu'on connaît aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que pour établir une vision assez stable, il nous faut des volumes assez stables, ce qu'on n'aura pas du tout aujourd'hui. Néanmoins, notre vision qu'on avait construite jusqu'à 2025, pour moi, la direction est sensiblement la même. Après, évidemment, ça va passer par des étapes intermédiaires qui vont tenir compte de la relance économique, en tout cas du marché aéronautique. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va déjà initier la semaine prochaine pour tenter au moins de reprioriser les projets qu'on avait démarrés, savoir si on les continue, si on ne les continue pas et si on en prend de nouveaux. Ou changer les objectifs, vous les revoyez à la baisse, à la hausse. Tout à fait. Exactement. Okay. Merci Maxime. Patricia, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Patricia Renaud. Donc, nous sommes dans la définition des priorisations des activités, comme tu as dit, Carlos. C'est vrai qu'il faut réfléchir qu'est-ce qu'on va faire exactement, quels sont les chantiers qu'on va décider d'avancer. Donc, les TQM ou même le One2B pendant l'année prochaine et 2022, nous sommes en discussion, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, je pense qu'on a démarré, n'est pas très clair toutes les décisions parce que c'est la priorisation de la démarrage de toutes les usines et la production, que c'est le focus en ce moment. Mais après, on a commencé à discuter la priorisation des activités et les objectifs et l'investissement pour assurer la démarche de One2B et TQM. Très bien, merci Patricia. Alors, ce qui est vrai aussi, peut-être pour un dernier mot sur le Hoshin, c'est que malheureusement, beaucoup d'entreprises voient encore le Hoshin Connery comme de la documentation, de la formalisation d'objectifs et pas forcément comme un réel acte de management, je dirais. D'accord. Donc, beaucoup de boîtes, celles que je connaisse, des fois déploient du Hoshin Connery, mais il n'y a pas forcément toujours les actes de management qui vont avec. Et donc, du coup, dans cette gestion de crise, peut-être que on peut dire ça, on le fera plus tard parce que voilà, ça sera un formalisme peut-être différent à faire. Je vais passer la parole à
à Alain, parce qu'une des questions qu'on s'est posées aussi, c'est concernant cette éventuelle relocalisation des fournisseurs dont beaucoup parlent, et Bruno Le Maire en parlait encore hier, surtout sur cette partie automobile aussi, mais pas que. Est-ce que ça va finalement changer votre manière d'accompagner les fournisseurs et autres? Alain. Alors, bonjour à tous. La relocalisation des fournisseurs, bon, c'est un vaste sujet. Est-ce que les principaux donneurs d'ordre vont revenir et vont réaccompagner les fournisseurs pour qu'ils viennent s'installer en France? Bon, le débat est ouvert. On a vu qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont en cours, certainement dans les régions, y compris en Île-de-France d'ailleurs. Bon, on mesure pas ça un peu plus tard, hein, je pense. Par contre, ce qui est intéressant de voir dans le sondage, c'est quand même qu'une bonne partie, près de la moitié des personnes qui ont été interrogées, vont regarder comment accompagner ou comment changer le mode d'accompagnement des fournisseurs. On le voit hein, déjà aujourd'hui sur les entreprises qui ont démarré, c'est que les fournisseurs, il faut qu'ils démarrent dans le même temps. Les indicateurs qu'ils ont aujourd'hui ne sont pas toujours très, très clairs sur les quantités à produire. Et puis, on a vu apparaître pas mal de crises sur des approvisionnements de brut. Donc là, donc forcément, parce que les fournisseurs qui livrent des matières brutes, de la tôle, de l'aluminium, etc., voire des composants, n'ont pas redémarré ou en tout cas n'ont pas mis ces fournisseurs-là en priorité pour approvisionner les pièces. Donc on va avoir une crise sur ce redémarrage, sur le manque d'approvisionnement de pièces. Évidemment, dans les grands donneurs d'ordre, ils ont de multiples fournisseurs, ils ne sont pas tous égaux en termes d'approvisionnement. Et donc certainement, je pense qu'on va voir apparaître une forme d'accompagnement des fournisseurs. On a connu ça, nous, dans l'automobile, la première crise, là, en 2008, 2009, 2010, où les grands donneurs d'ordre ont mis en place des cellules de gens pour aller chez les fournisseurs et les aider à progresser dans un premier temps, surtout à approvisionner et à sécuriser les approvisionnements en priorité dans un deuxième temps. Je vais rebondir sur une remarque que vous avez faite en passant tous. Vous avez parlé de redémarrage, vous avez parlé de standards, vous avez parlé d'équipement. Et par expérience, hein, j'ai accompagné quand même pas loin d'une cinquantaine de fournisseurs. Par expérience, il y a un standard qui manque assez couramment. C'est le standard de redémarrage. Alors, dans les usines automobiles, c'est quelque chose qui est en place. Hein, ils ont une règle pour redémarrer après une longue période d'arrêt, sur reformater les opérateurs, les reformer, les accompagner pour que ça se passe bien, etc. Et je rebondis là-dessus parce qu'encore cette semaine, j'ai entendu un journaliste qui était surpris de voir que la RATP ou la SNCF ne pouvaient pas démarrer aussi rapidement que prévu parce qu'il fallait qu'ils reforment et ça pouvait prendre une semaine leurs conducteurs de train. Et qui ont été arrêtés pour certains plus de 3 semaines. Et quand ils sont arrêtés plus de 3 semaines, ils sont obligés de les réhabiliter avant de les mettre tout seuls sur une machine. Forcément, ça crée une pénurie de fait de conducteurs pour démarrer les trains. Et c'est une pratique qui n'avait pas l'air... Enfin, le journaliste était très surpris, il pensait qu'on mettait un conducteur dans un train, puis en avant, quoi. Il avait l'habitude de manipuler les manettes. Alors, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on voit bien que la SNCF, ou en tout cas, je pense que les Air France, ça doit être exactement la même chose, Airbus, etc. L'automobile, on sait que c'est la même chose. On réhabilite les opérateurs quand ils ont été absents sur un poste depuis plus de 3 semaines. Et là, on est à plus d'1 mois. Donc, forcément, il y a une problématique de redémarrage à attendre. Alain, oui. J'ai une question quand même sur ce développement des fournisseurs. C'est que beaucoup d'accompagnement de fournisseurs se fait sur des problèmes de qualité, mais se fait aussi sur des réductions de coûts. Et là, c'est vrai que j'imagine mal des grands comptes ou des grands constructeurs, que ce soit aéronautiques, automobiles ou autres, aller voir leurs fournisseurs alors que déjà ils tirent la langue pour leur dire bon, mais messieurs, n'oubliez pas, 3-4% à faire cette année, vous en êtes où? C'est peut-être pas le bon moment en fait, non? Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit bien que la priorité, ce n'est pas sur la réduction du coût après la crise que l'on a. Je pense que c'est surtout approvisionner les pièces et sécuriser les approvisionnements en général. Donc, ça veut dire que c'est une autre manière d'accompagner. C'est plus cet accompagnement. Alors, réduire les coûts, c'est plutôt plus dans une posture d'aide. Je viens vous aider à
à consolider le capacitaire, t'aider à vous réorganiser, etc. Mais la démarche n'est pas altruiste quand même, hein. Elle est forcément intéressée. Et là, elle est intéressée plus sur la quantité et la qualité, évidemment, de démarrage. Et puis, je vais terminer sur un dernier petit point. C'est peut-être que vous pouvez aussi faire le test chez vous. C'est le nombre de standards qui existent sur le redémarrage de machines complexes. On s'aperçoit par expérience que très peu de fournisseurs savent comment bien arrêter une machine et comment bien la redémarrer. Alors on l'a bien sûr en général par expérience sur des installations type des fours de traitement thermique, hein, ou des fours en fonderie, parce que ce sont des installations qui nécessitent un niveau d'expertise pour les arrêter et les redémarrer. Ça ne se fait pas comme ça. Mais sur des installations électriques ou des automates en général, la règle n'existe pas vraiment. Elle est rarement formalisée. En tout cas, elle ne fait pas l'objet d'un standard. C'est souvent un axe de progrès, hein, qui est assez surprenant. On le voit souvent parce que pour nous, ça peut être générateur. Alors, on en parle sur l'économie, les gains. Ça peut être générateur de gains quand on les arrête pendant le week-end ou pendant qu'elles ne tournent pas. Et pour ce fait, on voit souvent dans les usines, chez les fournisseurs, des machines qui tournent alors qu'elles produisent rien, parce que tout simplement, on ne sait pas l'arrêter. Merci Alain. Alors Eric, usine du futur, ça continue ou pas alors? Ça a l'air, hein. Bon, c'est vrai que dans l'échantillon qu'on avait consulté, il y a beaucoup de structures assez importantes, il y a beaucoup de groupes qui ont une certaine assise financière. Et on voit quand même qu'il y a plus de la moitié des gens qui répondent que bah non, ils vont continuer en fait. Bon, on va le modérer un petit peu quand même sur ce 26% de gens qui disent clairement, moi je remets en cause ce que j'avais prévu de faire. C'est quand même beaucoup, un quart des personnes, et puis presque un quart aussi qui se posent la question. C'est l'histoire du verre. En fait, toi, tu le vois à moitié plein, mais on peut le voir à moitié vide aussi. Ouais, je trouve que finalement, la moitié des gens qui se posent la question, c'est pas anodin. Donc, on a parlé tout à l'heure justement de Hoshinkanri, de revisiter un petit peu ses objectifs, et puis aussi d'être un petit peu plus, finalement, un petit peu plus ciblé dans les dépenses. Nathalie le disait tout à l'heure, tout ce qui va être un petit peu de l'animation day-to-day, où on ne va pas chercher les gros investissements, les gens ne se posent pas trop la question. Par contre, à partir du moment où on va devoir sortir un peu de cash, ça va être un peu plus compliqué. Donc, il y a certainement une tendance qui est en train de se dégager, qui est de dire, après une année 2018 où les gens se sont beaucoup posé la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on a un ROI ou est-ce qu'on l'a pas. Moi, j'ai vu beaucoup l'an dernier d'initiatives et puis un gros marché aussi qui s'est développé, notamment par exemple sur la data, où on a lancé plein de POC, on a essayé plein de choses. Les gens se sont peut-être un peu arrêtés de se dire est-ce que j'ai le ROI ou pas, pour payer pour voir, pour faire des choses, pour regarder concrètement si la proposition de valeur elle y est ou elle n'y est pas et est-ce qu'on peut en bénéficier. On risque de revenir finalement à des choses un petit peu plus financières et stratégiques, à savoir est-ce que ça va servir le déploiement de ma stratégie et est-ce que je vais avoir un payback. Donc, je ne sais pas si de votre côté, c'est des choses que vous avez pu constater déjà ou pas. Est-ce que vous avez ce sentiment Est-ce que vous faites partie finalement de la moitié des gens qui disent bon, non, on continue, ou il y aura peut-être quand même une petite réflexion, un petit recentrage? Pour toi, Eric, un peu expert là, du 4.0, on est capable de faire du 4.0 sans investissement? On a cru. On a cru au début, mais on nous l'a peut-être un petit peu vendu, mais clairement non. On voit que assez rapidement, on va toucher des choses assez conséquentes en termes d'investissement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'argent de dépensé l'an dernier, avec peut-être une petite tendance un peu identique en début d'année. Et je pense que là, on va être un peu plus attentif en fait au cordon de la bourse. Bon, après, il y a une deuxième réflexion aussi qui vient à l'issue de ce résultat, c'est de se dire, les problématiques distancielles, la réduction des contacts, le fait qu'on soit un peu contraint de faire du business à distance, ça peut aussi être une opportunité pour voir émerger certaines technologies.
Bon, quelques exemples sur la partie plutôt aval avec le client, Airbus ou PSA qui ont mis en place des offres complètement dématérialisées, hein, soit pour prendre possession de son avion, ou soit pour acheter, voire même réceptionner complètement la voiture sans contact. C'est-à-dire que je peux acheter mon avion maintenant c'est ça, Eric? Alors l'acheter, je pense qu'il va falloir que tu payes toujours. Maintenant, tu peux aller le chercher. Je peux aller le chercher, d'accord. Je ne peux pas l'acheter encore. Bon. Non, reste à la voiture pour l'instant. Et puis à l'inverse, côté amont, des technos type RFID où en fait on limite les contacts, c'est une vraie valeur ajoutée dans le contexte qui est le nôtre. Après, est-ce que ce contexte il va être pérenne ou est-ce que il va être juste conjoncturel et très rapidement avec, on espère tous, une épidémie qui va diminuer dans son ampleur, on va revenir à des choses qu'on connaissait un peu avant. Aujourd'hui, je pense que nul ne le sait et nul ne peut dire si effectivement ces règles distancielles elles vont Perdurer ou pas. s'ancrer en fait, dans nos pratiques à la fois industrielles et commerciales, ou si on est sur quelque chose d'un petit peu plus conjoncturel. À l'inverse, on peut aussi, et là on peut se dire que une des grandes leçons, Alain en parlait tout à l'heure, c'est gérer ce type de crise. On n'est pas à l'abri d'avoir la même l'an prochain. Donc le 4.0, ça peut aussi nous amener des atouts en fait dans le redémarrage après une crise de cette ampleur. Maîtriser ces données, y avoir accès, ça peut vraiment être un avantage compétitif pour redémarrer. On peut rapidement citer l'exemple de tout ce qui est extended supply chain, c'est-à-dire quand on a une supply chain très intégrée et qu'on est capable de connaître les stocks et les capacités de production de ses fournisseurs, bah ça c'est un vrai avantage pour redémarrer. Toute la partie maintenance digitalisée, où sont nos outils, où en sont nos machines. On parlait tout à l'heure standard. Ça, c'est pareil, quelque chose qui peut accélérer le redémarrage. Et puis toute la partie training, toute la partie formation virtuelle, ça aussi, ça peut accélérer et aider le redémarrage à distance. J'en profite d'ailleurs. Oui. Je profite que tu parles de ça parce qu'on en avait parlé la dernière fois aussi. On a développé avec Upkilean en effet un module avec Sonia Vieira sur comment transformer une formation Lean présentielle en distanciel. Donc, qui est à destination soit des ingénieurs en pédagogie, soit des formateurs Lean pour leur donner quelques billes justement et quelques outils pour pouvoir transformer un présentiel en distanciel. Voilà, j'en profite. Je fais un peu de teasing. Il y a une question effectivement sur est-ce que l'industrie du futur va permettre une relocalisation des productions au plus près des donneurs d'ordre. Est-ce que ce sera un élément déclenchant? J'en sais rien, mais c'est sûr qu'elle peut aider. Voilà, elle peut aider. On parlait extended supply chain. Je pense que c'est toujours plus facile d'intégrer en fait un fournisseur proche à sa supply qu'un fournisseur lointain. Confère les problématiques de communication, voire même les délais dans la transmission de l'information. Il y avait une question sur est-ce que, alors, je ne sais pas si on est habilité, on va dire, à répondre, mais est-ce que l'industrie du futur va permettre une relocalisation des productions au plus près des donneurs d'ordre? Est-ce que ça va encourager à relocaliser? Carlos, Basile. Oui. Juste pour partager un peu un sentiment ici en Angleterre, il y a un sentiment que la plupart des gens et des groupes ont trouvé que le télétravail a certains avantages et ils veulent continuer à exploiter ces avantages. Et donc, ça veut dire que faciliter les choses et faciliter les gens à travailler par distance, ça va demander une accélération sur le développement de certains outils, par exemple, qui sont liés à l'usine du futur 4.0.
Et donc, je pense que donc il y a un coût associé, oui, mais Retour sur investissement, oui. oui, d'investissement, mais de l'autre côté aussi, il y a aussi un avantage de coût parce que s'il y a les gens qui se déplacent pas assez, il y a un avantage de coût. Et donc, ça veut dire que ils vont essayer de voir comment développer des moyens et des outils pour permettre aux gens de travailler par distance. Et il faut pas qu'on, il faut pas, il faut qu'on soit, qu'on soit réaliste. Le Covid, il est là et il va rester. Et donc, la distance sociale, qu'elle soit 2 mètres ou 3 mètres ou 4 mètres, elle va rester. Jusqu'à ce qu'on trouve d'autres moyens. Mais, et ça veut dire que certains outils, on sera obligé soit de développer certains outils ou modifier certaines façons à faire et moyens. Je rebondis un petit peu sur je rebondis un peu sur la remarque de Basile. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent sur le jumeau virtuel, hein, tout ce qui est réalité virtuelle. Bon, moi, ça me fait un peu peur, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de remplacer l'interaction physique par de l'interaction virtuelle. Sur la relocalisation, enfin, grâce ou à cause du Covid, je pense que le sujet est plus complexe que ça. S'il n'y a pas d'initiative gouvernementale sur les produits stratégiques pour les rapatrier dans les lieux de consommation, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Pour ce qui est des productions manufacturières, on a quand même investi, la plupart des fournisseurs et constructeurs automobiles ont investi des outils de production neufs dans des pays de l'Est, en Europe en général, ou dans l'Amérique du Sud. En Chine, c'est un peu plus loin, c'est pour la consommation locale, donc le problème n'est pas de rapatrier, il est de produire sur place. Je pense que vu l'état de modernisme des usines neuves qui sont construites dans les pays de l'Est, je pense qu'il y a peu de chances qu'on les voit revenir en France et même pour construire proche. Je pense que c'est peut-être même le phénomène inverse qui risque. En tout cas, il y a un certain équilibre qui va se trouver. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a dans ces pays d'Europe, hein, moi j'y voyage souvent, des compétences à très très haut niveau et une main-d'œuvre qui est très compétente, hein, et un niveau de qualité qui n'a rien à envier à la France ou à l'Ouest européen. Hein. Non, je suis d'accord. En effet, ça donc, va dépendre dans ce contexte-là, de ce qui moi je ne vois pas de rapatriement ou de relocalisation à court terme à cause du Covid. Tanguy, peut-être la dernière question, c'était l'impact sur l'homme et l'environnement finalement dans tout ça. Oui. Bon, je vais essayer d'aller rapidement en fait. Puis on avait voulu en fait se focaliser sur un terme en fait qui était le terme de la frugalité. Donc qui apparaissait pas forcément en fait dans les premières priorités du verbatim qui est ressorti de la question. Forcément parce qu'on va penser plus facilement à la réduction des gaspillages, qui est dans les fondements du Lean pour respecter l'environnement. La frugalité, néanmoins, en fait, elle est importante. Il y avait une question auparavant, c'était est-ce que la crise va renforcer les notions de frugalité? Et les réponses étaient 70% oui. Et finalement, par rapport aux commentaires qu'on a eu en fait aujourd'hui, et par rapport à ça apporté la crise, on s'est aperçu que la crise du Covid nous a mis en fait dans des situations de manque. Or, la frugalité, vous savez que ça se développe beaucoup dans les pays émergents, là où il y a peu de ressources. Alors, on a vécu des manques de liberté, des manques de ressources, puisque les entreprises étaient fermées. On va dire maintenant aujourd'hui Tu vas pas parler des masques. Financement. Pardon ? Tu vas pas parler des masques. On a manqué de masques. Mais si, justement, parce que c'était l'exemple que je voulais prendre, en fait, les masques. Parce que voilà, on a manqué de masques. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous avez eu en fait une quantité de petites cellules de production individuelle qui se sont créées en fait sur le territoire. Donc c'était ma voisine qui faisait ça dans son salon. Et du coup, ce que j'ai envie de dire, en fait, la chance par rapport à cette notion de frugalité, parce qu'on a fait des masques en récupérant les bouts de tissu
qu'on avait en fait dans le fond de tiroir. C'est la même chose quand on a donné l'autonomie en fait aux personnes, elles ont pris l'initiative et elles ont innové. Et donc j'ai envie de dire que dans les entreprises, c'est pareil, faisons confiance à nos équipes et on aura des idées qui vont surgir pour innover, adapter les outils qu'on utilise de façon assez frugale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Super. Merci beaucoup, Tanguy. Alors, c'est vrai que ces notions de frugalité qui sont aussi très, très développées dans les systèmes très matures en ligne, notamment au Japon, où la dernière fois que j'y suis allé, il y a 2-3 ans, vraiment toute cette notion de karakuri se développe depuis des années. Ce n'est pas récent, mais aussi tout ce qui est récupération d'énergie, où on se dit dès qu'il y a une poulie, il y a de l'énergie, donc il faut que je la récupère, que je la réinjecte. Si je marche quelque part, je peux mettre des plaques et récupérer aussi de l'énergie. Enfin, il y a cette vraie réflexion, surtout post-Fukushima, autour du je dois être indépendant d'un point de vue énergétique et donc il faut que je sois frugal. Je ne peux pas dépenser tout et n'importe quoi. Très bien, merci beaucoup Tanguy. La dernière question qu'on vous avait posée, c'était en effet sur est-ce que vous aviez des propositions à faire pour le Lean de demain. Et là, ce qu'on revoit, ce qui est ressorti beaucoup, c'est le back to basics, c'est de revenir à des fondamentaux, revenir à un recentrage sur l'opérateur aussi, un recentrage sur le management des opérateurs, sur l'agilité, sur faire plus simple, faire plus frugal, donner du sens à nouveau, de reformer les gens. Voilà, là où on s'était peut-être un peu trop éloigné des basiques, chaque crise nous rappelle qu'on doit se recentrer sur les fondamentaux. Et ces fondamentaux dans le Lean, ils ne sont pas nouveaux, ils ont 70 ans, 80 ans, 100 ans, et c'est toujours les mêmes finalement. C'est s'occuper de l'opérateur et mettre à disposition des opérateurs tout le nécessaire pour qu'ils puissent bien travailler. Que ce soit une formation, un poste, les bonnes pièces, les bonnes conditions, la bonne ergonomie, etc. etc. Et donc ça revient systématiquement à chaque crise. On l'avait vu en 2008-2009. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque crise, on revient sur des fondamentaux. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Alors, en synthèse, vous avez les différents points qu'on a revus. Il est 12h03, donc on arrive au terme de cette session. Est-ce que certains veulent rajouter des choses, certains commentaires? Oui, Patricia. Oui, Patricia. Oui, bon, Carlos, je pense que c'est une conversation très riche parce que tu as fait un sondage que c'est important de partager avec nous. Nous sommes dans la réflexion en ce moment en fonction de tout ce qui se passe et tout ce qui va venir. Donc, à mon avis, je ne sais pas si tu as planifié de faire quelque chose après ça, mais nous sommes, en ce moment, nous sommes dans la situation de démarrage. Il n'est pas très, très clair toute la démarche qu'on va faire sur la situation de formation des gens à distance, présentielle et tout ça, même des standards. Donc, pour moi, c'est un moment riche. Et si je peux dire une chose à toi, si tu peux faire plus des chats comme ça, c'est intéressant. Super, merci beaucoup Patricia. On y pensera. Merci beaucoup. Carlos, Basile. Oui, Basile. Moi, j'aimerais partager mon sentiment aux participants, c'est que cette crise, c'est une très bonne, c'est une grande opportunité pour les entreprises de revoir leur stratégie par rapport à leur démarche Lean et bien cibler leurs priorités. Se recentrer sur l'essentiel aussi. Oui, voilà, c'est se recentrer et être très prudent. Quelles seront les prochaines étapes et les prochains Kaizen, les prochaines démarches qui veulent suivre. Donc, au lieu de faire tout, c'est mieux de choisir une deux choses qui vont leur permettre à redémarrer. Parce que ce qu'on attend aujourd'hui, c'est cash flow. Il n'y a pas de cash flow. Les coûts sont très élevés. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, ça donne une très bonne opportunité pour tout le monde. Carlos, c'est Anne.
Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anne et je dirige depuis 2 ans et demi une filiale du groupe Manpower où nous faisons en fait des recrutements en volume. Ça s'appelle du RPO. Donc, c'est en fait une usine à produire des recrutements. Nous faisons 5 000 à 6 000 recrutements à l'année, ce qui est quand même un volume important. Et quand je suis arrivée, c'était une véritable catastrophe. Ça ne fonctionnait pas, il n'y avait pas de process formalisé, etc. Et moi, je venais du monde industriel, j'étais chez Renault avant. Et en fait, mon travail a consisté au départ pour remettre de l'ordre à mettre en place les principes du Lean dans cette boîte de production de recrutement. Formaliser les processus, mettre en place des indicateurs, tenter de mettre en place le management visuel. Ça a donné des résultats remarquables en termes de maîtrise d'activité, en termes d'efficacité opérationnelle. Et il y avait quelque chose que je n'avais pas réussi à mettre en place avant la crise de manière systématique. C'était les fameux points opérations où on se rend compte, on fait le point sur la journée, les objectifs, etc. Et c'est une pratique qui était pour moi fondamentale. Et mon retour d'expérience, c'est que grâce à la crise, avec les gens qui étaient tous en télétravail, eh bien aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. Ces réunions du matin sont fondamentales et tout le monde a véritablement pris en compte l'importance, je dirais, capitale pour la production de faire ces réunions du matin. Ce partage d'objectifs tous les jours, un quart d'heure. Que vous avez du coup fait en distanciel Exactement, par Teams. Nous, on fonctionne par Teams. Par Teams. Et donc, du coup, que vous allez poursuivre une fois que vous serez en présentiel. Eh bien, c'est mon souhait le plus cher, Carlos. Ah ouais, les gens ont besoin de se revoir. Hein. C'était un sujet dont on parlait. Les gens ont besoin de se revoir, ils ont besoin de présentiel à nouveau. Donc, il ne faut surtout pas revenir en arrière et garder ses routines, en fait. Parce qu'une usine, que ce soit une usine industrielle ou une usine à process, elle a besoin de routine, finalement. Elle a besoin de rituels. Merci, Anne, pour ton témoignage. Est-ce que d'autres… Et merci, Carlos, de m'avoir invité. Ça fait du bien de revoir le Lean dans le monde industriel. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Merci. J'espère que ça t'a donné peut-être des petits trucs. On ne sait jamais. Oui, c'était le but. Enfin, le but, c'est vraiment toujours d'enrichir dans le domaine du service parce que vraiment, il y a plein de choses à apporter. Et donc, merci beaucoup. Effectivement, c'était inspirant. Merci, Anne. Merci beaucoup. Moi, c'est Jean-Marc. Oui. Tiens, j'ai coupé la vidéo. Voilà. Je suis retraité et malgré tout, j'avais un rôle de vice-président Lean dans le groupe. C'était quel groupe, excusez-moi? Là, je continue à faire un peu. C'était Autoliv. Autoliv, oui. Et puis, depuis, je continue à faire un peu de consulting. Est-ce que j'étais très intéressé par ce sondage et voir un petit peu ce qui allait en sortir. Ravi de voir qu'on parle encore de Lean, quand aujourd'hui on lit beaucoup d'articles où tout à coup le Lean c'était dans les années 80 quelque chose, vous savez, vous vous souvenez vaguement, et de voir qu'on y revient et qu'on reparle de fondamentaux. Et plus que jamais, je suis persuadé que c'est les fondamentaux auxquels il faut retourner, et dont une qui est donner le sens. Honorer la réalité et donner du sens. Et j'ai l'impression que s'il y en a là où on en est aujourd'hui, je dirais même avec la difficulté qu'il y a aujourd'hui à sortir de ce Covid, c'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'on n'a toujours pas compris pourquoi on a été confiné. Et en fait, ce qu'on est en train de rechercher dans ce déconfinement. Et si on se posait les vraies questions, à l'époque, je me suis beaucoup battu pour produire localement. Et j'y crois encore, je crois beaucoup. Il y a beaucoup de sujets, il y a l'énergie locale comme l'hydrogène, etc., qui va nous permettre plein de choses. Mais je crois je reste fondamentalement convaincu qu'il n'y a qu'un seul outil, c'est le Lean. Le Lean possède et a en soi tous les outils pour affronter ces situations-là et pour arriver au Lean, ce que moi j'appelle le Lean, qui est celui d'être au juste nécessaire et de comprendre ce qui est vraiment nécessaire du reste. Voilà. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci beaucoup, Jean-Marc. Il y a un terme, quand on parle de juste nécessaire, moi, c'était un Américain qui m'avait expliqué ça un jour sur le terme Lean, que j'adore et je le cite à chaque fois. C'est que lui, il associait le Lean en fait à un boxeur.
Et quand le boxeur monte sur la balance, on dit qu'il est lean quand il est pile poil dans sa catégorie. Il peut peser 140 kilos et être bourré de graisse. C'est pas grave. Il est lean parce que par rapport à sa compète, il est au bon niveau de poids en fait. Il est lean. Et c'est ça en fait, c'est d'être au juste nécessaire ni trop ni plus, mais par rapport à ses objectifs finalement. Et voilà. Super. Merci beaucoup Jean-Marc. Donc encore une fois, merci à vous tous. Merci d'avoir participé. Vous étiez encore très nombreux aujourd'hui. Et à très bientôt donc, pour de nouvelles aventures avec Appiline. À bientôt.